Vous amène au Musée des Beaux-Arts. Vous allez me dire que j'aurais dû commencer par là, mais je vais vous faire une visite un peu spéciale, un peu différente, puisque je me trouve en ce moment dans ce qu'on appelle les réserves du musée. Hein. Tous les musées du monde comportent des salles de cette façon-là, dans lesquelles vous avez des panneaux coulissants sur lesquels sont placés des tableaux qui ne sont pas montrés en ce moment dans les salles. Hein. Pour toutes sortes de raisons, les collections sont beaucoup plus grandes, évidemment, que ce qu'on peut en montrer. Et alors, on ne pourrait pas tout mettre, les tableaux, dans les salles, ou bien parce qu'il y a une exposition particulière qui prend beaucoup d'espace et on est obligé de décrocher les tableaux, ou encore parce qu'il y a des tableaux qui ont été achetés à une autre époque, qui ne correspondent plus beaucoup au goût d'aujourd'hui et qu'on ne fait que conserver en attendant peut-être qu'il y ait une espèce de revival d'intérêt pour ces tableaux-là. Ce phénomène que le musée, comme ça, décide, enfin, finalement, de ne pas montrer certains tableaux parce qu'ils sont passés de mode ou parce qu'ils ne correspondent plus au goût du jour, nous rend un peu perplexes parce que ça donne, évidemment, beaucoup d'importance au musée dans la définition même de l'œuvre d'art. Si un musée décide de ne pas montrer une peinture, jamais dans les salles, afin que personne ne la voie, on peut se demander si elle existe encore comme œuvre d'art. Et évidemment, vous comprenez que les musées ne sont pas les seuls en cause dans ce phénomène-là. La critique d'art peut faire exactement le même type de travail. Elle peut décider de parler de certaines œuvres, de les mousser, de les mettre en valeur, ou au contraire d'en ignorer complètement certaines autres. Et à ce moment-là, on peut dire encore, est-ce que c'est la critique qui décide qu'est-ce qui sera une œuvre d'art ou pas? Même chose, les historiens d'art, n'oublions personne, peuvent aussi décider de parler de certaines œuvres du passé ou d'autres pas, et en somme, donner une existence ou pas à certaines œuvres. Et ce phénomène-là qui fait que l'œuvre d'art n'est pas simplement vue comme une œuvre créée par un artiste, mais également située dans un réseau qui est forcément assez complexe, hein, dans lequel interviennent, disons, les musées, les critiques, les historiens d'art, éventuellement aussi les jurys, disons, les ministères des Affaires culturelles qui décident de donner des bourses à tel artiste ou à tel autre. Tout ce réseau-là qui entoure l'œuvre d'art a aussi un rôle à jouer dans la définition de l'œuvre d'art. Et s'il y a un artiste qui a été très conscient de ce réseau, si on veut, et pas simplement de l'œuvre d'art comme telle, c'est Marcel Duchamp, c'est l'artiste sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui. Il a vraiment pensé que l'artiste devait s'occuper non seulement de la création de son œuvre, mais éventuellement aussi de tout le réseau, de sa diffusion, éventuellement même aussi des commentaires qu'on fait sur l'œuvre. Duchamp a pris la peine souvent d'écrire lui-même sur les œuvres d'art pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ses intentions. Alors, cette petite visite dans les caves des musées, nous aura donc amené à poser un problème important. Chaque époque, on pourrait dire même chaque société, a sa définition de ce qu'est l'art et ce qui n'en est pas. Hein? Et notre époque, qui est très bouleversée par des avant-gardes successives, s'est beaucoup posé le problème de la frontière, si on veut, entre l'art et le non-art. Les petits paysages hollandais, qu'on ne montre plus dans les musées, au Musée des Beaux-Arts, sont bien sûr de l'art, mais ils sont au centre, ils sont loin de la frontière. Ce que les avant-gardes, au contraire, veulent savoir, c'est où est la frontière, où passe-t-elle, où passe, en somme, cette ligne de démarcation entre ce qui serait de l'art, déjà homologué par la culture, et par ailleurs, ce qui n'en serait pas encore. Suffit-il pour un artiste simplement de déclarer que toute trace laissée sur un tableau est une œuvre d'art? À ce moment-là, comment pourrait-on distinguer, si on veut, des éclaboussures ou des salissures, sur le tableau d'une véritable œuvre d'art? Est-ce que ça peut être simplement la trace de l'activité de l'artiste qui pourrait devenir une œuvre d'art, qui pourrait comme ça étendre la frontière de l'art, disons, dans des domaines inexplorés? Mais l'artiste ne fait pas que peindre ou sculpter. Il mange, il boit, etc. Il y a toutes sortes d'autres activités. Est-ce que n'importe quel objet, qui m'entoure pourrait devenir soudainement une œuvre d'art si je le décidais? Eh bien, on voit bien que si on pousse cette question à l'absurde, on arrive à une réponse négative. C'est qu'en réalité, il n'y a pas que l'artiste qui est engagé dans ce processus de définition de ce qu'est l'art dans une société. Il y a aussi tout ce réseau dans lequel l'œuvre est acceptée, est homologuée, en somme. Et c'est ce réseau qu'on évoquait justement par cette petite visite au Musée des Beaux-Arts. Hein. J'ai rappelé que le tableau est lui-même une espèce de signe, mais il ne se comprend que comme
intégré dans un réseau de communication où il y a un émetteur qui est l'artiste, puis un récepteur qui est tout ce réseau d'acceptation des œuvres d'art. Hein. Alors, Duchamp va s'aviser lui-même que, tout d'abord, et ça, là-dessus, il est tout à fait en accord avec la tradition moderniste, qu'il est important de redonner son rôle à l'émetteur, c'est-à-dire à l'artiste lui-même, et de lui donner autant que possible le plein contrôle sur son produit. Alors ça, c'est là-dessus, il s'accorde en somme avec l'ensemble de la tradition moderne. Mais il va comprendre aussi que non seulement l'artiste doit contrôler son produit, mais il doit aussi essayer de s'immiscer dans le réseau d'acceptation de l'œuvre, dans le réseau du récepteur, si vous voulez. Et éventuellement, là aussi d'agir, de le transformer. Hein. Il s'était rendu compte, en effet, que pour bien des gens, l'artiste était considéré un peu comme un enfant, comme j'allais dire presque comme un imbécile, quelqu'un qui n'est pas très important et, au fond, auquel on ne donne pas de responsabilité très, très grande. Par exemple, tous les commentaires sur les tableaux, on les réserve aux historiens d'art, aux critiques, aux journalistes, etc., mais les propos que l'artiste pourrait faire sur son œuvre, ça, c'est pris très à la légère, c'est pas très intéressant. Il constatait aussi que dans le domaine, disons, de la vente de ses produits aussi, son avis était très peu écouté. Et donc, l'artiste était comme marginalisé, comme ça, dans le système. On laissait les choses sérieuses et importantes ou les choses de conséquence, comme toutes les choses qui concernent l'argent, d'entre les mains de quelqu'un qui n'était pas l'artiste. Alors, là-dessus, Duchamp, qui est intelligent, qui est plus fin, en fait, finalement, que beaucoup de ses contemporains, va se dire, il faut que j'entre aussi à ce niveau-là, il faut que je prenne le contrôle de l'œuvre, mais aussi, en somme, des commentaires qui sont faits sur l'œuvre et éventuellement de tout le réseau lui-même, si c'est possible. Hein? Et alors, c'est ça qui fait que l'œuvre de Duchamp est passionnante à analyser parce qu'il pose des questions très nouvelles par rapport au développement de l'art moderne qu'on a vu jusqu'à présent. Il va poser des problèmes plus vastes, enfin, qui touchent non seulement l'œuvre d'art, non seulement l'artiste, mais éventuellement aussi sa réception dans un ensemble. Les premières